Et puis je vous invite à applaudir pour cette conclusion Marion Maréchal. Chers amis, mesdames et messieurs, merci pour votre présence nombreuse, très nombreuse ce soir, qui démontre l'intérêt légitime et urgent que vous portez à ce sujet qui nous rassemble. Merci bien sûr à Pierre-Marie Sèvres pour son indispensable travail au sein de l'Institut pour la justice, un précieux conseil pour les politiques que nous sommes sur tous les sujets relatifs au domaine régalien de la justice et de l'insécurité. Merci bien sûr à Pierre-Alexandre Bouclet pour l'animation de cet échange et pour, là encore, l'indispensable œuvre menée sur les ondes de Radio Courtoisie, pilier et pionnier, on peut le dire, de la réinformation en France. Merci bien sûr à notre député Thibaut Monnier, député d'une circonscription martyre, comme tu nous l'as tristement rappelé, et pour ton travail inlassable à l'Assemblée nationale, au service de toutes ces victimes. Et enfin, merci bien sûr à François Bousquet pour sa courageuse et attendue enquête qui a le mérite, je le crois, de donner de la voix à toutes ces victimes jusqu'ici inaudibles. C'est d'ailleurs l'objet de cette conférence aujourd'hui, le racisme anti-blanc, vérité interdite, nous faire les porte-voix de cette souffrance occultée, niée. Trop souvent, bien souvent, j'étais ce matin sur les ondes de CNews et juste avant de prendre la parole sur ce sujet du racisme anti-blanc, à la suite notamment de la manifestation contre l'islamophobie le dimanche dernier, alors que je regardais l'actualité, je tombais par hasard sur deux affaires qui sont passées totalement inaperçues au niveau national, qui ont fait simplement un petit entrefilet dans la presse locale sans susciter la moindre indignation politique, le moindre scandale national. Deux affaires. La première, l'agression gratuite qui a fini par 4 coups de couteau d'un jeune Français blanc à l'occasion des émeutes en 2003 suite à l'affaire Naël. Ce jeune homme qui a d'abord été un étudiant de mémoire, a été insulté par des femmes voilées, puis à la suite de ça, qui s'est pris 4 coups de couteau, une fois de plus totalement gratuitement, par un autre jeune homme au cri de sale français et de sale blanc. Une autre affaire à Amiens, plusieurs femmes d'ailleurs, dont une en particulier qui a subi une tentative de viol, menacée par un couteau et dont l'agresseur lui lança à l'époque « J'ai toujours rêvé de me faire toute blanche ». Alors je vous laisse imaginer si ces victimes avaient été différentes, si l'homme en question avait été français de souche et s'il avait dit « J'ai toujours rêvé de me faire une africaine, une maghrébine ». Cela aurait suscité légitimement d'ailleurs la condamnation, l'indignation, aurait probablement d'ailleurs motivé le fait que l'ensemble de la classe politique et de la gauche culturelle des plateaux mettent en accusation l'ensemble du peuple français. Mais là, il leur a fallu une attention particulière posée dans la presse locale pour que je prenne connaissance de ces faits. Et ton livre démontre bien, d'ailleurs François, à quel point, pour le coup, ce racisme est systémique, non pas un racisme d'État, mais un racisme qui en réalité est massif et qui va de l'école élémentaire jusqu'en entreprise et jusque dans la rue, et qu'aucun territoire n'est épargné, pas plus la ville d'ailleurs que la campagne fait pas nous l'a tristement rappelé. Alors première question qui se pose à nous, qu'est-ce que le racisme anti-blanc? Bon, c'est un scandale, d'abord, bien sûr, un fait de société qui est aussi un fait politique, et c'est ce qui nous intéresse en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas simplement de faits divers isolés qui n'ont pas de sens collectif. Si on s'y attache, nous, en tant que politique, c'est précisément parce qu'il s'agit là d'un fait majeur et d'un fait politique auquel nous devons apporter une réponse politique. Et c'est d'abord et surtout une souffrance. Une souffrance, je vous l'ai dit, qui est ignorée, et lorsqu'elle n'y en est pas, une souffrance qui est niée, révultée, et donc bafouée. Une souffrance qui est à cacher car elle contredit l'histoire du racisme telle qu'on la raconte depuis des décennies. Il n'y a pas finalement de MeToo du racisme anti-blanc. Il n'y a pas de service au ministère de l'Intérieur qui en tient un compte statistique. Il y a 20 ans, lors des manifs lycéennes, ça a été rappelé contre le CPE, les Français découvraient les ratonnades anti-blancs, menées contre les lycéens par des groupes de casseurs de cité. Les ratonnades anti-blancs, c'était alors le terme utilisé dans une tribune signée par Alain Finkielkraut et même par Bernard Kouchner. Et depuis, que s'est-il passé? Le racisme anti-blanc, malheureusement, est toujours un continent immergé où les garçons baissent la tête et les filles changent de trottoir, où les mères ont peur
et les pères ont honte. Le racisme anti-blanc, ce sont des humiliations, des insultes, des crachats, des coups reçus. Et c'est aussi, parfois et plus fréquemment qu'on le pense, des morts. Des morts tués 2 fois. D'abord par le racisme qui voulait se faire du français, se faire du blanc. Ensuite, par le militant de gauche, qu'il soit sociologue, journaliste, juge, qui nie la nature du crime et qui, le niant, participe au phénomène. Cette souffrance ne fera pas l'objet d'un film subventionné, vanté sur France Inter, césarisé, présenté à Cannes. Non, pas de cinéaste pour venir raconter la trop courte vie et la terrible mort de Thomas. Et pour une fois que ce sujet du racisme anti-blanc dans des circonstances dramatiques commençait à faire l'actualité, eh bien, il aura fallu que des journalistes consacrent 2 ans à écrire un livre sur ce drame, précisément pour le nier, le minimiser, le salir en somme et laisser entendre finalement dans cette banlieue plouc, car c'est plus ou moins ce qui ressort de la manière dont est présentée aujourd'hui cette campagne d'Issat des fêtes, qu'au final, Thomas et ses amis, d'une certaine manière, l'auraient bien cherché. Oui, cette souffrance, c'est la douleur silencieuse des cutis blancs. C'est finalement l'acmé de la convergence entre des politiques migratoires irresponsables, dont le corollaire est l'islamisation accélérée, et les discours de haine envers notre peuple, envers notre pays, envers notre histoire. Cette haine de la France, du peuple historique de France, des Européens, des Occidentaux, des chrétiens, elle est aussi parfois encouragée jusque dans nos écoles, jusque dans nos propres livres d'histoire. En réalité, il n'y a pas besoin de la propagande venue du gouvernement algérien. Les profs syndiqués chez Sud se chargent déjà très largement d'alimenter le ressentiment du descendant de colonisés, justifiant sa détestation de notre pays, minimisant même son beau cours parfois à la violence. Quand, à Montpellier, la semaine dernière, un Algérien déjà multicondamné traite une vieille dame de sale pute blanche avant de la voler, c'est aussi parce que des gouvernements ont laissé entrer cet étranger et ne l'ont jamais expulsé. Quand, à Saint-Malo, voici quelques mois, un individu déclare, je cite, « Espèce de sale blanc, sale français, je suis là pour prendre vos allocations et baiser vos femmes », et que son avocate plaise. « Mais mon client est français comme vous et moi ». C'est parce que des gouvernements ont naturalisé à tour de bras des gens qui n'ont rien en commun avec la France, avec son histoire, sa culture et ses mœurs, des gens qui ne veulent pas être français, des gens qui ne veulent pas un avenir avec nous, mais un avenir sans nous. Des gens qui non seulement ne nous aiment pas, ce qui semblerait élémentaire pour faire société ou pour vivre ensemble selon les formules consacrées, qui non seulement ne nous aiment pas, mais qui en réalité nous méprisent au mieux, nous haïssent au pire. Là est le premier degré de la nécessaire prise de conscience. Le racisme anti-blanc existe parce que depuis 50 ans, des millions de personnes immigrées ont été acceptées ou régularisées par des gouvernements absolument irresponsables, sans aucune intention de faire à Rome comme les Romains. Sans immigration de masse, sans multiculturalisme, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Mais au-delà des considérations humanitaires ou économiques, cette immigration a pu nous être imposée grâce à l'idéologie de la repentance, ou pour le dire autrement, de la culpabilité. C'est le topos de la culpabilité européenne qui est le camp de base du racisme anti-blanc. C'est au nom de cette idéologie que même le mouvement antiraciste a été sommé de faire sa mue. Obsolète, le logiciel de l'intégration, des fautes aux 3 couleurs, de la France black blanc beurre, même celui-là a été remplacé. Lui aussi parce qu'il était finalement trop France d'avant, trop France républicaine. Il voulait faire des immigrés des Français. Finalement, quoi de plus raciste? Quoi de plus colonialiste que de prétendre demander un effort à l'étranger de s'installer chez nous? Alors il fallait à cette nouvelle gauche un nouveau logiciel. Quel que soit le nom qu'on lui donne, décolonial, gauchiste, indigéniste, déconstructeur, alors disons-le, wokiste, celui-ci n'a qu'une vocation, nier et effacer le peuple français sur son propre sol. Le cheminement intellectuel wokiste relève de l'obsession militante
plus que des sciences humaines. Pour celui qui en est atteint, les Français de souche, ça n'existe pas. La France, une terre d'immigration de toujours. Et pourtant, malgré cela, la France serait raciste. D'un racisme proclamé systémique. Traduction de ce terme abscon, une obsession socialement organisée de tout ce qui n'est pas blanc. Au passage, remarquons que ce racisme systémique a donné les contrats de ville et ces centaines de milliards déversés dans des cités occupées pourtant massivement par des immigrés, alors même que des Français de la ruralité, oppresseurs, bien sûr, n'ont jamais bénéficié du quart des mêmes avantages, ou encore les milliards de l'aide médicale d'État et les soins gratuits octroyés aux clandestins. C'est parce qu'elle est raciste, sans doute, que la France se ruine pour accueillir, éduquer, soigner, etc. des millions d'individus, souvent venus inégalement, avides apparemment de devenir enfin victimes de notre racisme. Mais le wokisme n'arrête pas sa divagation au seul concept de racisme systémique. Ce système serait, selon eux, une forme renouvelée de colonialisme. Entendez, il n'est plus besoin d'avoir des colonies pour être un colonisateur. La seule présence en France des communautés provenant d'anciens pays colonisés lui fait conserver son statut éternel de pays colonial. Si bien que pour les wokistes, si l'on devait décoloniser jusqu'au bout, après avoir quitté le Cameroun, le Gabon ou l'Algérie, peut-être faudrait-il que la France et les Français quittent la France. Alors je veux insister sur un point. Le racisme anti-blanc ne sera pas uniquement vaincu dans les prétoires. Bien sûr, les plaintes sont nécessaires, la justice doit passer, mais cela est insuffisant. Le principal combat à mener, selon moi, il est moral, il est intellectuel, il est culturel, il est politique, face à la pensée de gauche, bien plus dure à expulser des esprits que les clandestins ne le seraient à expulser de notre pays. Les principaux adversaires, ce sont ceux qui la portent dans les médias. C'est une Mathilde Panot qui ose affirmer face à moi lors d'un débat durant les européennes que le racisme anti-blanc n'existe pas et qu'il n'existe pas en particulier dans une affaire que je lui rappelais où un jeune Français avait reçu pas moins de 7 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale ouais. C'est finalement la France insoumise qui nie le racisme anti-blanc en bloc au nom du fameux racisme systémique. Nous étions alors seulement quelques semaines après Crépol, mais cela n'aura pas suffi manifestement à leur ouvrir les yeux. Quand, en mars dernier, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, raconte que le racisme anti-blanc est une réalité et qu'elle le sait puisque sa propre fille a été traitée de sale blanche à l'école, l'ensemble de la gauche lui répond alors que le racisme anti-blanc ne peut pas exister, qu'elle ment, et qu'indirectement d'ailleurs aussi sa fille ment, puisqu'il n'existerait pas de discrimination systémique envers les blancs. Dans cette vision de gauche, où n'existent que des oppresseurs et des opprimés, le blanc ne peut être que le coupable, jamais la victime. Pour eux, au fond, le simple fait d'évoquer le racisme anti-blanc, c'est déjà du racisme. C'est QFD. Un tel déni fait penser à cette phrase d'Edgar Poe qui s'applique admirablement à la gauche. Sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. Je crois que l'on peut dire que l'on en a un exemple absolument édifiant à la suite de l'instrumentalisation immonde du meurtre, monstrueux d'ailleurs, de ce pauvre monsieur Aboubacar Cissé, qui a été utilisé de façon mensongère par l'extrême gauche pour jeter de l'huile sur le feu en fabriquant de manière artificielle le crime dont il rêvait, espérant désespérément enfin qu'un bon souchien, comme ils aiment les appeler, qu'un bon français de souche, un bon Dupont-la-Joie, comme il les boit, ait commis le crime islamophobe parce que cet homme aurait été musulman. Alors la réalité est plus complexe, puisqu'il s'agit en réalité d'un immigré d'origine bosniaque, puisque manifestement l'homme en question serait victime de schizophrénie écurrente et que la procureure de la République elle-même a à l'origine attesté le fait qu'il n'y aurait pas de passif islamophobe chez cet homme, mais qu'importe,
l'occasion était trop belle pour eux de pouvoir finalement organiser la mise en accusation globale de l'ensemble du peuple français, mettre des cibles dans le dos des journalistes du groupe Bolloré, ou jeter l'opprobre, bien sûr, sur l'ensemble de la droite et du camp national, expliquant dans la tribune qui accompagnait d'ailleurs cette manifestation que finalement cet homme, ce meurtrier, n'aurait pas agi seul, mais qu'il aurait été motivé, je cite, par les fameux discours de haine que nous porterions. Il semble donc que le contact avec le réel soit insupportable à la gauche, et c'est son drame, puisque nul, à l'issue, ne peut échapper au réel. Comme l'écrit le philosophe Clément Rosset dans son ouvrage « Le réel et son double », le réel n'est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance à l'admettre est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. C'est une description exacte, particulièrement juste, du phénomène qui frappe la gauche à chaque apparition du réel, qu'il soit statistique ou lié à des faits divers. L'utopie et ses habits, plutôt que le monde cru et nu. Et malheureusement, la France, notre pays, n'est pas la seule malade. De nombreuses nations européennes sont atteintes de ce même mal. On l'a vu en Angleterre, avec l'affaire des Coming Guns et de ces milliers de jeunes Anglaises blanches prostituées et violées par des centaines de Pakistanais durant des années. Parce que les violées étaient des Européennes et que les violeurs ne l'étaient pas, il fallait fermer les yeux, il fallait se taire et il fallait faire taire les victimes. C'est au nom de la culpabilité et de l'antiracisme dévoyé que ces jeunes filles britanniques ont continué de subir, de souffrir et parfois même de mourir. Le viol est d'ailleurs une des manifestations les plus épouvantables du racisme anti-blanc, répondant aux instincts les plus archaïques de possession et d'humiliation. Grâce à Atlantico, nous savons aussi depuis une semaine qu'en Suède, plusieurs dizaines de vieilles dames suédoises ont été violées par leurs aides-soignants étrangers. Et là aussi, les politiques suédois, les associations, les organisations ont tenté d'invisibiliser l'affaire. Un autre point mérite un éclairage. S'il existe une pensée coloniale qui s'ignore, c'est bien celle de cette gauche qui dit à la personne immigrée « Tu es une victime. Même si tu ne te rends pas compte, tu es une victime. » C'est cette gauche qui dit à la personne immigrée ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne peut pas être, et qui l'utilise comme vivier électoral pour remplacer les troupes ouvrières qui ont déserté ses rangs. Cette gauche française idiote utile est aussi l'idiote ultime. Si elle triomphait, après elle, il n'y aurait plus rien de français, remplacé qu'elle serait par l'islamisme qu'elle croit utiliser et qui l'éliminera. Comme à Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard a été éliminé par, pour parler comme lui, les racisés de sa liste. Comme Mathilde Panot. Écoutons alors Rima Hassan à la même tribune dire qu'elle est trop blanche pour représenter l'antiracisme, qu'il faudrait, selon Rima Hassan, je cite, des visages incarnés plutôt que des porte-paroles éloignés des réalités. Je continue encore la citation. L'époque du porte-parole est terminée. Tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Le message est clair. Il est anti-français. Il est communautaire. Il est raciste. Cette gauche qui se sert du fait colonial pour mobiliser l'électorat extra-européen a évidemment une mémoire et une indignation sélective. Elle enjoint par exemple Emmanuel Macron de faire repentance auprès d'Haïti. Mais elle ne dira pas un mot de la haine des Blancs qui a conduit au massacre de la quasi-totalité des Européens d'Haïti en 1804. Des milliers de morts, une épuration ethnique avant l'heure qui n'épargnera ni les enfants, ni les femmes. Je gage que si elle devait un jour en parler, ce serait pour expliquer que finalement ce massacre était au fond une résistance décoloniale. Un peu ce qu'elle pense du Hamas, en somme. Nous pourrions également parler du silence qui entoure aujourd'hui les discriminations, les violences, les persécutions des Blancs en Afrique du Sud. Il faut toujours un seul coupable, l'Européen et le Blanc, comme d'ailleurs on le disait de manière totalement décomplexée Christiane Taubira en son temps,
au sujet de l'occupation volontaire de l'étude de la traite arabo-musulmane, expliquant que les jeunes Arabes, je cite, ne devaient pas porter sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Qu'apporte, à l'issue de tout cela, que la traite européenne, tout à fait condamnable par ailleurs, ait duré 3 siècles, quand la traite arabo-musulmane, elle, ait duré 13 siècles. Sans le vote pour la droite nationale que nous incarnons, sans l'espoir porté par ces partis qui le composent, sans la perspective qu'une solution politique soit trouvée, et elle existe, les colères ne seraient légitimement plus contenues. Et je sais que vous ici, dans cette salle, comme moi, et comme tous ceux qui agissent au quotidien, ont cette colère en eux. Le camp national, contrairement à ce qui est souvent dit, ce n'est pas le chaos qui vient, c'est la dernière chance de la raison et de la mesure dans les solutions. C'est le dernier rempart face à ceux qui préparent et même espèrent parfois la guerre civile. Ceux qui, mensonge après mensonge et manif après manif, ne cherchent qu'une nouvelle raison de mettre le feu pour enfin atteindre leur objectif révolutionnaire. Mais pour être ce rempart, ce dernier espace de raison, il faut aller oser affronter la gauche sur son terrain, oser s'emparer de tous les fronts culturels et sociétaux ouverts par la gauche. C'est la seule et la première condition de la victoire. Et c'est à ce titre que le combat pour la reconnaissance du racisme anti-blanc, pour la répression de ses auteurs, la dénonciation de ses négateurs, doit être central et doit être permanente. Non pas pour nous victimiser, mais pour nous libérer. Nous libérer des injonctions à subir, nous libérer de la culpabilité, nous libérer et retrouver le respect dû aux Français en France. Je vous remercie.